けねえ。何を差し置いても。Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 3 derniers épisodes de la saison 6 de My Hero Academia sortis récemment. Comme d'habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Dans cet épisode 9, on a enfin quelque chose que beaucoup réclament depuis un moment, l'évolution de Bakugo. Pour être fair-play avec lui, c'est quelque chose qu'on nous tease depuis un moment, depuis son combat contre Midoriya dans la saison 3 en fait. J'ai cru comprendre que pas mal de gens ne l'aiment pas, et je peux facilement comprendre pourquoi. Au-delà de son caractère détestable, c'est aussi le mec qui a harcelé Midoriya, faisant de sa scolarité un véritable enfer. C'est d'ailleurs intéressant que All Might le compare à Endeavor. Les deux ont une personnalité assez agressive, et ont fait vivre un calvaire à quelqu'un de leur entourage, même si Endeavor est à un niveau encore au-dessus, on va y revenir plus tard. J'ai mis du temps à apprécier le personnage de Bakugo. Il crie tout le temps, H24. Au bout d'un moment, t'as envie de lui lâcher un bon gros. Comme beaucoup, quand il s'est fait kidnapper par Shigaraki dans la saison 2, je crois, j'étais persuadé qu'il allait devenir un vilain. Et j'avoue que sa réponse m'avait surprise. C'est là que j'ai commencé à me dire que le personnage était peut-être plus intéressant que ce que je ne pensais. Et son combat contre Midoriya n'a fait que le confirmer. C'était assez touchant de le voir s'ouvrir le temps d'un instant, ce qui m'a aidé à mieux comprendre le personnage. C'est vraiment quelque chose que j'adore dans les histoires, quand tu en apprends plus sur un personnage dont les actions sont détestables. J'aime beaucoup le fait qu'après ce combat, Bakugo et Midoriya ne soient pas devenus les meilleurs amis du monde. La dynamique est quelque peu différente, mais Bakugo a conservé cette personnalité qui m'agaçait tant, et d'un côté c'est tant mieux. Il commence à motiver Midoriya, à lui donner des conseils, mais à sa façon. Et toute cette évolution nous amène à l'épisode 9, où il est le seul parmi les héros encore debout à connaître les réels enjeux et l'état dans lequel se trouve Deku. Il sait pertinemment qu'il est prêt à détruire son corps si cela permet de mettre Shigaraki hors d'état de nuire ou de protéger tout le monde. Et c'est précisément ce qui arrive. Deku matraque Shigaraki sans se soucier des conséquences sur lui-même. Cet épisode nous rappelle également que Bakugo est loin d'être juste un demeuré qui crie tout le temps, ce qu'on a tendance à oublier. Sans l'intervention d'All For One, son plan aurait été la fin de Shigaraki. Et on arrive à ce plan iconique de Bakugo qui sauve Deku de l'attaque d'All For One. Mon corps a bougé tout seul, fait écho au début de la série quand Midoriya se jette pour l'aider. Quand ils affrontent All Might, ce dernier fait remarquer à Bakugo qu'il est prêt à abîmer son propre corps si cela lui apporte la victoire. Leurs rôles, par rapport à leur propre philosophie de la victoire, sont ici inversés. J'ai trouvé l'animation de cet épisode correcte. Je sais que pas mal de gens sur Twitter se sont plaints de la qualité, mais pour le coup je trouve que ça va. Je ne m'attendais pas à ce que l'ending change, mais adapter la cover du chapitre correspondant était une excellente idée, c'est une magnifique cover. Je n'ai pas beaucoup parlé de Shigaraki ou Midoriya pour cet épisode, mais je trouve sympa, voire même un peu poétique de noter qu'afin de contrer l'altère de Shigaraki, ce soit flottement l'altère de sa grand-mère qui soit utilisée. L'épisode 10 débute sur un rapide récap du sauvetage de Bakugo. Cet événement met déjà Midoriya dans une rage grandissante, mais ce qui va réellement le faire exploser sont les provocations de All For One. Que ce soit dans le manga ou dans l'anime, je trouve ça un peu dommage que cet éclat de rage de Deku soit aussi court, parce que l'image est assez impactante. Le voir comme ça, et bon, c'est fini. Après, je comprends la logique, la scène appuie les propos du 5e utilisateur du One for All, il est important que Midoriya garde la tête froide. Parce que si Nana Shimura et Yoshi Shigaraki, l'utilisateur originel, n'étaient pas intervenus, Midoriya perdait l'alter, et là c'était fin du game. Petite parenthèse, j'adore comment All For One est toujours à fond dans ses discours. Dès qu'il s'agit d'humilier, de diviser ou de provoquer quelqu'un, il est toujours hyper intense, c'est à la fois détestable et génial. Un gros respect à son doubleur, Akio Otsuka, qui joue superbement bien le rôle d'un mec cruel et vicieux. C'est d'ailleurs durant cette scène, dans l'espèce de conscience collective de One For All, que l'on peut se demander si All For One souhaite vraiment que Shigaraki lui succède. Il ne cesse de répéter ces mots, mais dès que l'occasion de prendre le contrôle de son corps se présente, il saute dessus au détriment de Tomura. C'est un point où c'en est presque triste de le voir se faire engloutir petit à petit par son sensei. Le fait qu'on nous dise que Midoriya est capable de se surpasser pour les autres pendant que l'image nous montre Shigaraki résister comme il peut, juste avant que Midoriya ne parvienne à se propulser, est assez bien vu. Il est possible qu'en cet instant Midoriya ait vu Shigaraki comme quelqu'un ayant besoin d'être sauvé. Je passe sur l'animation éclatée de Maka qui se déplace. C'est dommage, mais je trouve que la plupart des passages le concernant dans cette saison
sont ultra moyens, que ça soit en animation, en dessin ou en mise en scène. En parlant de mise en scène, je n'ai pas compris comment ils ont géré sa transformation. Je suis désolé, je vais encore parler du manga, mais j'avais adoré ce passage dedans justement, parce qu'on voit son visage qui change, on comprend qu'il se passe un truc, on reste sans nouvelles pendant 1 ou 2 chapitres, avant que les infos n'annoncent une catastrophe ambulante traversant la ville, et on a une case de Maquia qui arrive sur cette ville. Le fait que l'on ne sache pas ce qui s'est passé est angoissant, on se demande comment Maquia a pu les terrasser. Fin de chapitre, et le suivant commence sur les étudiants tétanisés par ce qu'il s'est passé, et on a le flashback dans lequel je trouve le rendu beaucoup plus brutal que dans l'animé une nouvelle fois. Et c'est pas juste une question de « Ah, c'est plus brutal, c'est mieux, machin ». Non, l'impact est pas du tout le même. Je trouve dommage, en plus d'avoir montré la transformation avant. Par contre, les scènes de la dame qui étend son linge et des gens dans le train n'étaient pas dans le manga, et leur ajout est une très bonne idée. Voir Maquia détruire une vie dont tu viens juste de voir les habitants vivre leur vie, là il y a un impact, là il y a quelque chose, là, ça c'est bien fait. La deuxième partie de l'épisode se focalise un peu plus sur le reste de la ligue, et notamment Toga. J'aime beaucoup la relation qu'ils ont tous ensemble, et le fait qu'on nous le rappelle avec Spinner qui lui dit de revenir saine et sauve est plutôt appréciable. Je ne suis pas un grand fan du personnage de Toga, mais je la trouve plutôt intéressante, le propos qu'elle sert va plus loin que le simple « c'est une folle avec un couteau ». Dans l'univers de My Hero Academia, on comprend au fur et à mesure de la série que la société des héros est comme n'importe quelle société dans la réalité en fait, elle a ses défauts et ses failles. Et Toga est la représentation même de l'une de ces failles, tout comme Shigaraki. L'alter de Toga lui permet de prendre l'apparence d'une autre personne dont elle a ingéré le sang. Même si je n'ai pas le souvenir que cela a été confirmé dans la série, il est plus ou moins sous-entendu que les alters ont une influence sur les utilisateurs, comme par exemple Bakugo, qui est aussi explosif que son alter. De par son pouvoir fortement lié au sang, Toga a très vite développé une fascination et un goût prononcé pour ce liquide vital. Effrayés par le comportement de leur fille, ses parents tentent de la forcer à cacher sa vraie nature. C'est le thème abordé lors de son combat contre Curious dans My Villain Academia. C'est un comportement qui lui est naturel, mais comme cela semblait contre nature à son entourage, ils l'ont forcé à l'étouffer au lieu de l'aider à vivre avec, ce qui n'a fait que rendre ses pulsions encore plus violentes. Curious confirme même qu'il existe des thérapies pour les gens avec des alters problématiques, mais qu'au final, cela ne fait que les ostraciser encore plus. Lors de cette nouvelle rencontre entre Ochako et Toga, cette dernière explique clairement sa vision. Mais Ochako, concentré sur le fait que Maquia arrive, n'écoute pas vraiment. Quand je pense à quelqu'un que j'aime, cela me donne envie de devenir cette personne. Je veux le ressent tellement fort que j'en ai mal dans la poitrine. Je ne peux pas m'empêcher, mais tout le monde n'est pas comme ça. Cela rend la vie très compliquée. Ces paroles ajoutées à ses larmes quand Ochako la rejette me font me demander si en cet instant, si Ochako avait compris ce que Toga essayait de lui dire, est-ce que cela aurait pu la faire changer d'avis? Est-ce que Toga aurait pu connaître un autre tournant? On notera quand même que Toga nous confirme qu'elle a des sentiments forts pour Ochako, puisqu'elle ne peut utiliser les alters que des personnes pour qui elle a de l'affection. On a eu droit à Twice, Shigaraki et Toga cette saison. L'épisode 11 nous offre Dabi. Et il était tout simplement génial. Ce qui me fait rire, c'est que tout le monde avait deviné que Dabi était en réalité Toya, le fils présumé mort de Endeavor. Et pourtant, l'épisode prend quand même aux tripes. J'aime beaucoup le titre français, Danse macabre, que je trouve bien plus poétique que le titre original, Dabi's Dance, la danse de Dabi. On en apprend donc plus sur la relation de Dabi avec la famille Todoroki, et ce qui lui est arrivé. Il reste encore quelques zones d'ombre, comme comment a-t-il survécu par exemple, mais son discours m'a donné des frissons. Parce que dans le fond, sa haine de son père est tout à fait légitime et Endeavor a beau essayer d'expier ses fautes, le passé ne peut pas être effacé. Comme il le dit lui-même, on récolte ce que l'on sème. J'aime beaucoup comment les vilains sont quasiment tous issus des problèmes de cette société héroïque. C'est triste de voir quelqu'un à ce point dévasté par la haine et la souffrance, prêt à tout pour se venger. Jusqu'à maintenant, Dabi était soit sérieux, soit un peu creepy. Là, il nous dévoile un pan encore plus dérangé de sa personnalité. C'est marrant parce que le ton de son enregistrement est plutôt calme et posé, voire même passionné à certains moments, en contraste avec la folie qu'il affiche devant son père et son frère. D'ailleurs, un énorme bravo à Shimono Hiro, le doubleur de Dabi, et Yuki Kaji, celui de Shoto, dont les performances ont littéralement porté cet épisode. C'est tellement rare de voir le petit dernier des Todoroki exprimer des émotions quand il supplie son père de réagir. Non seulement on le voit pleurer, mais la détresse dans sa voix est palpable. Et quand on voit la puissance de feu d'Endeavor, si Dabi, qui est supérieur, avait lâché son attaque,
Je suis pas sûr qu'il y aurait eu beaucoup de survivants. Merci Besgenis pour son intervention. Hâte de voir comment Todoroki père-fils vont faire face à ces retrouvailles inattendues. Besgenis te semble avoir ficelé aussi Makia. On va voir s'il va réussir à contenir ce monstre. Sans oublier Shigaraki, qui a l'air d'être un peu dans les vapes, mais qui est quand même toujours là. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes. Mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez. Vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter où je poste des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!